Hello Christian, Ouais, ça va, ça va et toi? ça va, ça va, ça va. Comme en 2020. Non, ça va, C'est la fin, c'est la fin. ça va. On est sur bon. On a des gens qui commencent à arriver, du coup. C'est cool. Pas mal de monde aujourd'hui, du coup, de nouveau sur le CRM. Gros sujet, hein, gros sujet pour pas mal de nos clients qui soit ont un outil duquel ils sont pas super contents, soit ont rien, soit ils ont un outil qui est bien, qui est mal paramétré, ou ils ont un outil qui est bien et pas utilisé. On a pas mal de configurations différentes et souvent la technologie de nos expériences, on a vu que c'était soit un bon bouc émissaire et on mettait pas mal de choses sur le dos de la technologie. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est à quel point le process, la méthode et tout ce qu'on met derrière, ça nous permet de mener un projet qui est efficace et qui se tient bien. On avait prévu de démarrer à 11h30. Ouais, bon, on s'est dit que c'était un bon sujet à traiter, mais qui est super vague. Du coup, on s'est dit que faire une série de webinaires, c'était intéressant. Alors, on l'a divisé en quatre, on vous en parlera un peu plus en détail, quatre étapes qui suivent évidemment, pour faire de son projet une réussite. On attend quelques minutes encore. Allez, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Soit on les traitera au cours de l'eau, soit on prendra un temps à la fin pour y répondre. Bonjour Karine. Bonjour. Voilà, je crois qu'il y a pas mal de monde qui commence à arriver. On va pas tarder à démarrer. Je ne sais pas si tu peux partager le deck. Hop. N'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous. Tu le vois, Christian? Pas de problème. C'est au top. Nickel. Alors, ceci est notre nouvelle charte graphique. Le premier webinaire avec la nouvelle charte graphique, je crois. Non, Non? non, je crois qu'on en avait déjà fait un. On en avait déjà fait un. Je Ah l'avais oui, fait. Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait qui est une nouvelle charte graphique qu'on a sortie depuis novembre. Voyez si vous avez la console aussi pour poser des questions, n'hésitez pas. Moi, c'est moi qui vais la monitorer. Thibaut va passer le deck. Bon, on va démarrer tranquillement. Effectivement, le sujet de ce webinaire, c'était vraiment d'accompagner la réflexion autour du choix du CRM, qui est un vrai sujet pour pas mal d'entreprises. Nous, on a une expérience maintenant finalement assez étendue de ce sujet-là. Et on a vu à quel point les process en fait, de choix de CRM, ils sont parfois un petit peu empiriques, alors qu'on peut y apporter quand même une vraie démarche et éviter pas mal de problèmes par la suite. Et en fait, ce qu'on voulait partager avec vous, c'était une méthodologie qui est à un moment un peu scientifique pour se dire bah, finalement de quoi on a besoin, préparer aussi tout le travail d'implémentation, parce qu'il y a pas mal de choses finalement qu'on peut déjà identifier en amont qui vont nous permettre de ne pas se retrouver avec un outil qui est sous-dimensionné, surdimensionné, trop compliqué, pas adapté, etc. etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, si on est capable d'avancer. Un peu de présentation rapidement, Thibaut, juste en guise d'intro. Moi, je suis Christian Neff. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur et dirigeant de Markentive. Et puis, je suis avec Thibaut, si tu veux dire un mot. Bonjour à tous. Donc, moi, j'étais consultant, puis manager de consultant. Et aujourd'hui, je m'occupe de construire, améliorer les offres, améliorer la qualité, être à l'écoute du marché pour proposer des nouvelles offres et construire notre consulting et faire en sorte que ce soit toujours qualitatif. Voilà, en quelques mots. Et Thibaut a notamment développé toutes les offres consulting qui sont liées au choix du CRM. On accompagne des grands groupes, des grandes SS2I, des grandes sociétés de conseil en B2B, en B2C sur le choix de cet outil-là et de les aider à piloter aussi toute cette démarche en fait, qui les amène à mettre en place un outil qui est souvent d'ailleurs une discussion de fin d'année parce qu'on a un moment en alignement entre les fiscales des éditeurs de logiciels,
les projets stratégiques, etc., etc. Donc, on a généralement un Q4 qui est très dynamique. C'est aussi pour ça qu'on aborde ce sujet-là en ce moment. Un petit mot rapide sur Markentive. Nous, sans entrer dans un niveau de détail énorme, ça fait presque 10 ans qu'on existe. On a presque 300 clients aujourd'hui et 40 personnes, une vingtaine de personnes qui vont être dédiées à des sujets design et développement, front et back, et puis une vingtaine de consultants sur des sujets de transformation digitale liés à la croissance, du marketing et des ventes principalement. Et le CRM étant généralement au cœur de ce dispositif-là, c'était normal qu'on lui laisse une place particulière sur les prochains webinars qu'on va faire. Et aujourd'hui, si vous regardez l'étendue de notre offre, en fait, on va partir, donc dans le cadre de l'approche rebelle, on va repartir en fait toujours de la problématique métier. C'est là où on a toutes nos offres de conseils qui visent à apporter une solution à un moment, quel type d'outils on met en place, quel type de stratégie, quel type de ciblage, quelles sont nos priorités, etc. Et puis notre métier d'intégrateur qui est directement adossé à ça, hein, toute la partie build de notre offre, qui vise à mettre en place des outils, que ce soit du CRM, que ce soit du marketing automation, que ce soit du web design, etc., du data lake, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Et de venir avoir surtout une approche qui est holistique en fait, de cette transformation-là, ce qu'on appelait l'approche rebelle chez nous. On essaie d'avoir toujours une vision qui n'est pas une vision ou trop micro en fait, des choses, où on va par exemple juste faire une recommandation d'outil ou juste mettre en place un outil. On essaie d'avoir une vision qui est complète et de se dire comment finalement on a une vraie stratégie, comment elle est bien adossée en termes de technologie, comment on la fait vivre, comment le client la fait vivre avec derrière les bonnes actions, le bon suivi, le bon cadrage, le bon framework, les bons reporting, etc. Et puis comment on rend aussi les clients autonomes, qui est une démarche super importante, qui est pour nous vraiment un facteur clé de succès, d'autant plus dans le CRM. Combien on a entendu de projets de CRM qui sont pas adoptés, pas utilisés, où les gens trouvent que c'est compliqué, les gens trouvent que le paramétrage n'est pas bon, du coup ils ne le font pas, etc. etc. Donc la démarche de formation, d'accompagnement et aussi en filigrane de conduite du changement, elle va être hyper clé dans ce projet. Puis on en parlera aussi un petit peu à travers toute cette série de webinaires. Aujourd'hui, c'est plutôt focus sur le choix de l'outil. Le choix qu'on avait fait, ouais, tu peux avancer ta slide, Thibaut. Le choix qu'on avait fait aussi, c'était pas de dire, bah, tiens, il faut choisir effectivement du Salesforce, du HubSpot, du Dynamics. On ne va pas forcément avoir une approche de dire tel et tel CRM est mieux qu'un autre, mais plutôt de vous donner les clés. Et puis, on vous partagera aussi certains outils en follow-up. On a quelques Canva, quelques frameworks que vous pouvez utiliser comme base de travail. Parce que quand on est sur un projet CRM de 20 sièges, 50 sièges, 100 et plus, au bout d'un moment, c'est quand même des projets qui sont assez lourds et qui ont besoin d'être un petit peu cadrés de manière efficace. Let's go. Yes, c'est parti. Alors, le sujet du jour, comment bien choisir son CRM? Donc, c'est une prestation qu'on fait depuis un moment et qui arrive avant forcément de parler outils. Et l'idée, c'est qu'on a construit notre méthodologie qu'on va vous présenter, parce qu'on trouve que c'est intéressant de vous présenter la manière dont on fonctionne, parce qu'on trouve qu'elle marche plutôt pas mal. On l'a mis en place au cours du temps et ça va nous donner notre plan en fait, de ce webinaire-là. Alors, comment on a fait ça? En fait, on a pris un processus qui est appliqué normalement à la conception, à la création d'outils digitaux qui s'appelle le double diamant. En fait, pourquoi double diamant? Parce que 2 fois de suite, on va découvrir et ensuite on va définir. On va se créer des choix et prendre un choix. Ce qu'on a l'habitude de voir normalement dans un processus de choix de CRM, c'est qu'on a tendance à oublier le premier diamant, qui est de se focaliser sur les problématiques et les besoins qu'on essaye de régler. Ça, c'est humain, mais l'idée, c'est de ne pas oublier ce diamant-là, de bien découvrir les besoins des différents groupes utilisateurs demain du CRM, définir, prioriser ces besoins-là, avant de parler fonctionnalité, avant de parler outils, ce qui va nous permettre de minimiser au maximum en fait, les risques qu'on prend avec un logiciel, parce que derrière, il y a des coûts de licence, il y a des coûts d'implémentation, il y a l'adoption des équipes à prendre en compte. Donc, si de base, on comprend bien et on priorise bien les besoins, les cas d'usage des différents groupes utilisateurs, on va minimiser au maximum ces risques-là d'adoption qu'on a derrière. C'est pour ça que nous, on a décidé de prendre ce double diamant pour structurer notre réflexion
et impliquer les différents groupes utilisateurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas seulement que les sales dans un CRM, ou pas forcément, j'ai envie de dire. Parfois, il y a du service après-vente. Parfois, il y a la direction aussi qui ne va pas vendre, mais qui a besoin de reporting. Donc, il y a différentes typologies de personnes qui auront accès au CRM et qui ont des besoins différents. Du coup, ce principe de se focaliser d'abord là-dessus, c'est essentiel. Et nous, on ne le met pas de côté, on en fait vraiment il a sa part en entier dans notre processus. Et, Euh, et tout ça, finalement, ça peut avoir l'air un peu lourd, mais le travail qui est fait de bien à un moment avoir une idée précise et documentée, formalisée, prioriser des besoins, c'est finalement un travail qu'il faudra de toute façon faire au moment de l'implémentation et ça permet de ne pas oublier quelque chose, même pour la suite, quel que soit l'outil qui sera in fine choisi, quoi. Complètement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est, vous voyez les 1, 2, 3, 4, ça va être le plan de notre webinaire. On va commencer par découvrir les besoins. Alors, découvrir les besoins des utilisateurs. Alors, au prime abord, il faut déjà définir les groupes utilisateurs qui vont intervenir dans le CRM. Donc ça, j'en ai déjà parlé. C'est important de ne pas en laisser de côté. La direction, pourquoi pas le service après-vente, l'account manager qui n'est pas exactement le même travail que le SDR, par exemple, ils vont avoir des besoins différents. Là, je n'ai pas fait de petits pictos pour une certaine population qui est aussi possiblement la DSI chez vous, qui aura les mains à mettre dans le CRM pour l'administration, pour s'assurer que la sécurité est respectée, les transferts de données. Donc, c'est un groupe utilisateur à part entière. Donc, quand c'est marqué focus métier et data, c'est important d'avoir les deux visions à ce niveau-là. Et ce qu'il y a aussi finalement comme notion là derrière, c'est que mettre en place un CRM, c'est un projet qui est structurant et où finalement la technologie, elle vient aussi supporter des process qui sont existants. Et à savoir qui fait quoi, quel type d'action, d'un point de vue, même pas d'un point de vue outil, mais d'un point de vue métier. Bah voilà, moi, mon boulot en tant que BizDev, c'est de faire de la prospection. Mon boulot en tant qu'account exec ou en tant que renewal manager, c'est de travailler avec des clients existants ou travailler sur le closing d'opportunités existantes. Ces sujets-là, ils ne sont pas toujours hyper clairs dans les sociétés qu'on est amené à voir. Et parfois, il y a aussi un effet où avant de se dire, bon, bah, tiens, quel groupe de users on a, c'est déjà d'avoir une organisation commerciale qui est, même si elle est efficace en étant un petit peu floue, et même si tout le monde fait la même chose, à un moment, c'est d'avoir une vision un peu documentée des différents métiers, des différentes fonctions, des différents sujets, de se dire, ben voilà notre organisation, voilà ce qu'on a besoin de pouvoir faire, et voilà ce qu'on a besoin de voir. Parce que souvent, le CRM, c'est aussi ça, les besoins, c'est généralement pouvoir agir et pouvoir voir. C'est généralement les deux familles d'actions ou de besoins qu'on voit le plus souvent. Alors, pour démystifier un peu tout ça, souvent, on entend: «Je connais les besoins des différents utilisateurs, des différents groupes d'utilisateurs». Dans 95 des cas, c'est faux. Je prends en exemple, ce qui m'arrivait en début de semaine. Donc, nous, en interne, chez Markentive, là, on a besoin d'une nouvelle base de données pour structurer les campagnes que font les consultants, celles qui marchent, pour derrière pouvoir capitaliser sur ce qui a déjà été fait par quelqu'un et construire une intelligence de boîte et que ce soit facile. La personne qui est en charge de faire ça, je lui ai présenté la méthodologie du double diamant. Je lui ai dit, déjà, focalise-toi sur les problématiques et les besoins des consultants qu'on a chez nous. Avant de partir dans quoi que ce soit, on va faire notre base de données sur Airtable ou quoi que ce soit. Avant de faire ça, focalise-toi sur les besoins. Et il m'a présenté le travail et ça fait 4 ans que je suis chez Markentive. J'ai été manager de consultants. Aujourd'hui, je gère les offres, donc je suis censé quand même connaître les différents besoins. Il se trouve qu'il y en a des gros que je n'avais pas identifiés ou qui étaient plus ou moins implicites. Comme quoi, même si on connaît très bien son entreprise, on connaît bien les différents utilisateurs, il y a toujours des choses qui passent entre les mailles du filet et c'est important de les avoir. Euh, voilà. C'était juste une expérience qui était vraiment début de semaine. Donc, Ouais, et le raccourci, c'est aussi souvent, je trouve, de vouloir faire un peu par mimétisme, de tiens, dans mon ancienne boîte, voilà ce qu'on faisait. Du coup, j'ai une espèce de copier-coller vague de ce qu'on avait avant. Ou tiens, je connais un tel, il est dans une boîte qui est un peu comme nous. Ben, on va faire exactement ça. Et en fait, il y a plein de sujets qui sont finalement propres à l'entreprise, qui sont un peu éclipsés, puis des sujets propres aux personnes, des sujets propres à leurs compétences, des sujets propres au contexte, aux habitudes, à la culture.
Donc, à un moment, le fait de les relister, c'est jamais un travail qui est inutile, quoi. Et parfois, on a aussi affaire à la direction à temps. C'est vrai que c'est un processus qui peut paraître long parce que moins concret au début. C'est on récupère des informations, on s'informe, on structure, mais c'est important de le faire. Donc la direction à temps, c'est important d'expliquer à la direction pourquoi c'est important. Et et ça passe notamment par cette méthodologie-là. Alors ensuite, comment on fait pour découvrir les besoins des utilisateurs? Alors, ce que nous, on fait généralement, c'est qu'on mène des interviews découvertes avec les différents groupes utilisateurs. Donc, on fait ça sous forme d'atelier. Et un interview découverte, à la différence d'un interview de validation, c'est qu'on va poser que des questions ouvertes. On va essayer de biaiser le moins possible les gens à qui on parle pour que vraiment on ait leur friction, leur cas d'usage, la manière dont ils appréhendent leur métier sans apporter aucun biais de notre côté. Donc, après, il y a des techniques que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est les méthodes des 5 pourquoi pour creuser, utiliser que des questions ouvertes, parlez-moi d'eux. Et l'idée, ça va être vraiment de comprendre les différents cas d'usage qui sont prioritaires chez les différents groupes utilisateurs, identifier les frictions et pourquoi pas aussi essayer de leur faire parler sur un j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu aimerais demain dans ton métier? Comment tu améliorerais la manière dont tu travailles? Qu'est-ce qui serait plus impactant demain? Parce que derrière, ça peut révéler des besoins sous-jacents qu'ils auront demain et qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et c'est important de les prendre en compte dans la réflexion de la mise en place d'un CRM. Donc là, on est vraiment dans prise de besoin, on pose que des questions et on récupère les différents cas d'usage. Donc là, vraiment, on est dans le quantitatif. On va découvrir tout ça, on va découvrir les différents groupes utilisateurs. Et l'erreur aussi souvent ici, c'est de pas mal bosser sur ça avec les managers uniquement, afin d'exclure un peu les équipes. Et finalement, les besoins des managers ne sont pas forcément les mêmes que ceux des équipes. Plutôt, c'est intéressant de se dire, ben voilà, on a différents types de niveaux, d'expérience, d'âge, de culture, de background. Et de quoi aurais-tu besoin pour être plus efficace, plus productif? Tu te mets et de vraiment refaire un peu la journée type. Moi, j'aime bien ce principe de c'est quoi ta journée type, qu'est-ce que tu fais, combien de temps tu passes sur tel et tel type d'action, qu'est-ce que tu voudrais pouvoir faire. Et des fois, de temps en temps aussi, on leur donne quelques exemples de ce qui se fait. Et puis derrière, s'il y a des choses qui les intéressent, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu le champ de la réflexion. Exactement. Alors ensuite, une fois qu'on a découvert les besoins, il est important de définir les besoins. Il y a toujours deux lectures à un besoin. Donc, du moins, on a besoin de deux lectures, nous, pour derrière mettre en place un CRM. C'est quelle va être la traduction métier d'un besoin et quelle va être la traduction technique. J'ai mis un exemple juste en dessous, je vous en parle juste après pour que ce soit un peu moins théorique. Mais un besoin, on a besoin de le définir pour déjà valider le fait qu'il y a un intérêt métier à ce type de besoin-là. Et derrière, quand on a défini et on s'assure qu'il y a un vrai intérêt métier à ce besoin-là, il faut pouvoir le traiter techniquement parce qu'un outil, c'est quelque chose de technique. Alors, si je prends l'exemple d'un besoin qu'on retrouve relativement souvent dans les entreprises, c'est j'ai besoin d'identifier et historiser tous les points de contact. C'est des choses qu'on retrouve dans plusieurs groupes d'utilisateurs, chez les consultants, chez ceux qui sont en avant-vente, chez les account managers. Ils ont besoin de savoir quelles ont été les interactions de cette personne avec son entreprise. Donc ça, c'est Et, la traduction métier. et ce besoin, finalement, il peut venir de différents endroits. C'est moi, en tant que vendeur, bah, j'ai besoin effectivement de me rappeler ce que j'ai fait la semaine dernière avec ce contact, mais il y a aussi peut-être le même besoin qui est un peu plus haut en termes de direction. C'est moi, si par exemple j'ai un vendeur qui démissionne, un vendeur qui sort de la société, etc., comment je me rappelle où est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'il a fait sur ses contacts et qu'est-ce qu'il a fait sur ses clients. Vraiment, le besoin est un peu le même, mais avec du coup deux traductions un petit peu différentes. Donc, on a la validation métier de ce besoin-là. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire que je vais avoir besoin de données où je peux historiser, soit automatiquement, soit manuellement, les meetings, les appels téléphoniques, pourquoi pas les envois de devis, pourquoi pas les rencontres sur un salon. Donc, il y a une traduction technique. C'est un exemple. C'est un travail qui est, pas, je dirais pas fastidieux, ça dépend du nombre de besoins que vous avez, mais qui est important derrière pour prioriser en fait vos besoins. Et j'y viens justement. Pour prioriser ces besoins, vous avez votre listing, vous avez pu fusionner certains besoins de différents groupes utilisateurs pour faire des grandes familles de besoins. Est-ce que ces besoins-là, ils sont partagés par tous les groupes d'utilisateurs ou seulement certains?
une petite matrice relativement simple de ce genre-là, fait pragmatiquement, ça va vous permettre de sortir qu'est-ce qui va être en prio 1, prio 2, prio 3, etc. Je dirais quand même que c'est à nuancer parce qu'il y a certains besoins qui vont être pas forcément partagés par tous les groupes d'utilisateurs, mais qui sont quand même très importants. Je prends l'exemple souvent du management qui n'a pas de visibilité sur le forecast de 2021. Donc, c'est seulement le management qui a ce besoin-là, mais il est tellement important qu'il n'a pas besoin d'être partagé pour devenir prio 1. Donc, c'est à nuancer et mettre un petit peu d'intelligence dans cette matrice qui est très factuelle pour définir concrètement quels vont être les besoins qui sont must-have et ceux qui pourront passer un peu plus moyen terme ou long terme. Alors ensuite, on a fini le premier diamant. Ça veut dire qu'on a découvert les besoins, défini les besoins priorisés, les besoins et les problématiques. Et là, on passe dans le diamant outils. On va vraiment se focaliser sur les fonctionnalités dont j'ai besoin. Parce qu'à des besoins, on y associe tout le temps des fonctionnalités. Notamment, on va avoir besoin, et c'est là où ça peut devenir un peu compliqué, de trouver toutes les fonctionnalités qui peuvent être associées à un besoin. Je prends un exemple. Je vais prendre le même. J'ai besoin d'historiser tous les points de contact que j'ai avec une personne, avec un prospect. Donc, je vais avoir besoin déjà d'une timeline. Je vais avoir besoin d'une notion de temps. Qu'est-ce que j'ai fait en 2020, mois par mois, avec cette personne-là? Ça va me permettre d'avoir mes points de contact et de les historiser. Donc, j'ai besoin d'une timeline. Ça, c'est un exemple de fonctionnalité qui est associé à un besoin. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On organise des workshops aussi. Vous pouvez le faire avec les différents groupes d'utilisateurs qui sont chez vous. C'est important aussi, par contre, d'y inclure des gens qui sont familiers avec le monde digital et les possibilités, parce que les fonctionnalités, parfois, on n'a même pas conscience qu'elles existent. Et c'est là où parfois on fait rentrer dans la danse des experts du métier ou des gens chez vous qui ont déjà des expériences d'un CRM ou des gens qui font de la veille sur Internet. Donc, là, c'est possible d'y inclure pas forcément des groupes utilisateurs, mais des gens qui connaissent les outils. Alors ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Une fois qu'on a trouvé les besoins et qu'on y a associé des fonctionnalités, on va shortlister quelques outils qu'on va benchmarker en fait. Et là, on va construire notre matrice. Donc, cette matrice, on pourra vous la donner à la suite de ce webinaire, ce template du moins, pour que vous ayez une base si vous êtes vraiment dans ce processus-là. Et là, l'idée, ça va être de fonctionnalité par fonctionnalité, CRM par CRM, outil par outil, de savoir si le CRM remplit cette fonctionnalité. Est-ce que c'est des fonctionnalités basiques ou avancées ou c'est inexistant? Derrière, il ne faut pas oublier que vous avez priorisé vos besoins. Vous les avez classés. Donc, le besoin 1, c'est vraiment un must-have. Le 2 et le 3 aussi, imaginons. Donc là, ça va vraiment être core business. J'ai intrinsèquement besoin que les fonctionnalités y répondent. Donc là, je fais ce travail-là et c'est là encore une fois où j'appuie sur le fait que c'est intéressant de travailler avec un couple éditeur-intégrateur à ce niveau-là et peut-être plusieurs parce que c'est compliqué, voire impossible pour un intégrateur de connaître tous les outils du marché, mais de faire appel à plusieurs personnes, plusieurs éditeurs et pourquoi pas plusieurs intégrateurs pour qu'ils vous aident à remplir cette matrice-là. Vous avez construit le squelette de cette matrice qui est les besoins et les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il n'est pas impossible que derrière, le couple éditeur-intégrateur, il rajoute des fonctionnalités parce qu'il pense que c'est utile à votre besoin. Mais derrière, qui de mieux que les experts de chaque outil pour remplir cela? Et vous arrivez à quelque chose d'exhaustif. Après, c'est à vous de construire la manière dont vous allez scorer tout ça en fonction des priorités, en fonction de si c'est des fonctionnalités basiques ou alors des fonctionnalités avancées. C'est vous qui définissez ça en fonction de votre entreprise. Ce fichier-là, il peut prendre du temps à remplir et c'est normal. Il ne faut pas se planter sur celui-ci parce que ça va être la base d'ensuite toute la réflexion de choix du futur CRM. Et au final, c'est aussi l'occasion de faire bosser, entre guillemets, votre éditeur, les différents éditeurs que vous avez sourcés, voire les intégrateurs avec qui vous avez prévu de bosser aussi. Généralement, c'est des couples, hein. C'est soit l'éditeur qui répond en direct, soit l'intégrateur qui répond avec un éditeur adossé.
ils connaissent les outils, effectivement. Donc, à un moment, si vous faites une démarche d'appel d'offres, de tiens, bah, on va effectivement, on a un projet CRM en 2021, avoir cette notion de besoins qui sont priorisés, documentés, et de laisser derrière faire finalement les différents acteurs que vous sollicitez. On peut avoir, généralement, on a une colonne, effectivement, comme ici, on a avancé, basique, inexistant ou natif, possible via intégration, et peut-être une colonne commentaire de en quoi nous, effectivement, ce qu'on fait, c'est différent. Et puis, on peut imaginer aussi après pas mal de points au-delà de la fonctionnalité technique, mais sur la facilité. On peut avoir d'autres besoins, c'est que par exemple, telle et telle fonctionnalité est facile à utiliser, etc. etc. Et je pense que ça fait transition de ce que tu voulais dire après. Exact. Je ne parlais pas de la facilité des fonctionnalités, donc bon rajout. Ouais, ce que je voulais rajouter, moi, c'était les fonctionnalités associées aux outils, ce n'est pas les seuls critères à prendre en compte. C'est essentiel, évidemment, mais pas les seuls. Il y a évidemment le prix qui rentre dans la danse, avec faire attention aux différents modèles de pricing des éditeurs. Il y en a qui fonctionnent au nombre de users, il y en a qui fonctionnent au nombre de contacts, il y en a qui fonctionnent sur des durées d'engagement de 24 mois, d'autres c'est sans engagement. Et il faut faire attention aussi, parfois les éditeurs vous disent qu'une fonctionnalité est prise en charge de manière avancée par un outil, mais c'est un add-on ou alors c'est une intégration. Donc là, il faut faire attention, est-ce qu'il y a des coûts associés à ces add-ons-là? Passer d'un format pro à un format enterprise ou un format custom d'une licence d'un logiciel, ça a des coûts associés évidemment. Donc le prix évidemment à faire entrer dans la danse. Et ensuite, quelque chose de plus subsidieux, c'est l'implémentation de chaque outil. Il faut faire attention à la complexité de celle-ci. Il y a des outils qui sont extrêmement puissants, on peut absolument tout faire avec, mais ça rajoute évidemment un degré de complexité. Et qui dit complexité dit temps associé, dit implication de votre part, et il y a ceci évidemment des coûts d'implémentation. Donc l'implémentation n'est pas à laisser à la marge, parce que d'un outil à l'autre, on peut passer du simple au quadruple, voire plus, en coût et complexité et douleur d'implémentation. Donc là, ça dépend vraiment déjà de votre business. Est-ce qu'il est relativement simple? Est-ce que vos besoins sont compliqués ou pas? Pas partir tout de suite sur des logiciels qui sont surdimensionnés de manière exagérée pour votre entreprise, parce que là, c'est l'implémentation qui va être compliquée. Et de mettre aussi le curseur, finalement. Une implémentation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être, on peut faire une implémentation avec 4 ateliers et 10 jours de travail. On peut en faire avec 10 ateliers et 100 jours de travail. On peut imaginer pas mal de niveaux. Les deux sont potentiellement valides, mais qu'est-ce qui est nécessaire par rapport aux besoins qui ont été formalisés plus tôt? Donc, ce travail, à un moment donné, de dire voilà ce qu'on veut être capable de faire. Et pour l'instant, en tout cas, c'est ça notre V0. Ça permet aussi, d'un moment, de mettre le curseur au bon endroit en termes de jusqu'où est-ce qu'on va dans l'implémentation. Et ça vous permet après, ça permet aussi à votre intégrateur de vous faire un chiffrage qui est cohérent, de vous annoncer un délai aussi de mise en place qui est cohérent, de dimensionner aussi un prix de produit par rapport aux besoins que vous aviez. Et du coup, ça vous permettra de prendre une décision plus facilement aussi, en ayant à peu près tout en tête pour avancer. Mm. Et le dernier point, vraiment faire attention, c'est généralement les CRM, surtout dans des business qui sont assez complexes, assez structurés. Ça va être relativement central dans votre système d'information. Qui dit central dit connexion avec des outils tiers. Donc, ça peut être la facturation, la livraison, voilà, plein de choses, le marketing, pourquoi pas un call center. Donc, ça demande d'avoir des connexions qui sont plus ou moins automatisées en fonction de vos besoins, mais ça demande forcément des connexions. Et donc là, on a besoin de regarder un volet technique qui est quelle est l'ouverture API de ces logiciels-là. Est-ce que demain, ça va me permettre de connecter mes outils déjà existants et dont j'en suis très content, je n'ai pas besoin d'en changer? Est-ce qu'il y a des connexions qui sont natives? Ça veut dire que là, on n'a pas besoin de passer par du dev. Concrètement, c'est du no-code et c'est beaucoup plus facile à gérer et à administrer. Et c'est aussi important à mes yeux, je l'ai rajouté en dernier, de regarder la dynamique de développement des connexions. Pour moi, je trouve que c'est un bon indicateur de la dynamique R&D en fait, des logiciels, parce qu'aujourd'hui, on a moins en moins de logiciels qui se déclarent all-in-one. Ils vont plus se décrire, nous, on fait très très bien certaines choses et on va se connecter aux autres logiciels qui sont aussi les meilleurs dans leurs activités. Donc, je trouve que cette dynamique de connexion est vraiment toujours cette veille de certains éditeurs à aller chercher des connexions
automatique et native avec certains autres éditeurs, je trouve que c'est une super bonne dynamique pour montrer qu'ils sont capables de toujours faire au mieux pour les utilisateurs de leur plateforme. Donc, pour moi, c'est un point important aussi. Le contre-exemple étant souvent la caricature d'un petit éditeur français qui n'a pas fait trop bouger sa technologie depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est toujours codé de la même manière et puis il n'y a pas d'environnement API. Ça, c'est un peu le contre-exemple à ce que tu dis. Oui, complètement. Donc, les logiciels sont de plus en plus ouverts, c'est de plus en plus simple de connecter des outils. Enfin, aujourd'hui, on est dans la vague low-code, no-code. On essaie de donner le plus la main possible à des gens qui ne sont pas développeurs. Et ça va clairement dans ce sens-là. Et les gros logiciels, donc même les plus gros CRM, ils vont aussi dans ce sens-là. Salesforce a 5000 connexions natives. HubSpot en a un peu moins, je crois. Enfin, les gros éditeurs, aujourd'hui, ils sont super, super bien entourés dans leur écosystème natif. Alors, pour ça que c'est un point qui est relativement important aussi à développer, c'est les outils qui s'adaptent à vous et pas l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire son choix. Notamment, il y a des outils comme Salesforce, Microsoft Dynamics qui vont être hyper ouverts. On va pouvoir faire ce qu'on veut, mais ça ramène de la complexité. Donc, si vous avez un business qui est relativement simple, ne partez pas sur des outils qui emmènent une complexité énorme parce que déjà, ils ne vont pas être utilisés à bon escient, à savoir ils vont être beaucoup trop surdimensionnés pour votre entreprise. Un autre exemple, si aujourd'hui vous avez un alignement marketing et sales qui est très fort, donc tournez-vous vers ça va vous mettre la puce à l'oreille de vous tourner vers des éditeurs qui font ça très bien. Donc là, je parle du Zoho, je parle du HubSpot, pourquoi pas Salesforce aussi. Donc, n'essayez pas de trop aussi faire en sorte que de twister les outils pour que ça colle à votre système, mais gardez en tête que c'est pas parce qu'une plateforme a une certaine philosophie que c'est à vous de changer la manière de faire pour coller à une plateforme. Parce que vous avez décidé que c'est joli d'utiliser du Airtable ou du HubSpot. Faites bien attention, et là je vous ramène aux besoins que vous aviez à la base. Avec la nuance près que généralement, le fait de mettre en place un outil qui structure, bah, ça implique aussi de faire un peu évoluer les process. Donc, à un moment, si vos process, effectivement, ils vont dans aucun outil, généralement, c'est que vos process, ils sont un peu bizarres. Donc, peut-être ça peut aussi à un moment vous challenger en vous disant, bah, tiens, est-ce que c'est finalement si logique ce qu'on fait? Et je pense que c'est aussi un moment, peut-être des fois, de standardiser deux, trois éléments, ça peut aussi être intéressant. Bonne nuance, c'est vrai. Choisissez un outil qui suivra votre croissance. Alors ça, c'est un des critères aussi qu'on ne laisse pas du tout de côté. Ça veut dire que, par exemple, vous choisissez aujourd'hui, vous avez un business pardon, qui est relativement simple, mais vous prévoyez de faire une grosse croissance et d'inclure d'autres groupes utilisateurs demain dans l'utilisation d'un outil. Prenez-le en compte dès cette réflexion-là pour pas que vous soyez bloqué à un certain point par les fonctionnalités et la puissance de certains outils qui vous amèneront évidemment vers changer de CRM, et ce n'est pas du tout souhaitable. Donc, si dès le début, dès la définition du problème et la spécification des besoins, vous identifiez que demain, vous auriez besoin d'inclure ce type de profil dans le CRM, prenez-le en compte dès le début. Et pour moi, il y a un peu deux cas là-dedans. Il y a finalement le cas de se dire, bah, tiens, demain, on sera dans le monde entier parce qu'on est en train de lever 10 millions et qu'on va lancer un bureau aux États-Unis et on veut avoir une vue cloisonnée, on veut avoir la gestion des devises, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'en euros, mais demain, on aura besoin qu'il y ait du dollar aussi. Comment est-ce que cet outil sera capable de le porter? Donc, dans une logique de croissance, effectivement, de voir que, bah, tiens, on ne va pas être limité, vu que c'est structurant, vu qu'on va former des gens, vu qu'on va passer du temps, si on doit changer de CRM dans un an, c'est quand même pas super. C'est pas infaisable, mais c'est pas forcément idéal, même si beaucoup de monde le fait. Et à l'inverse, si j'ai pas du tout prévu de grandir outre mesure, ce qui est tout à fait respectable aussi, et j'ai dit sales et on va rester là et on a un business qui tourne depuis 20 ans et on est très content comme ça. Au bout d'un moment, c'est aussi important ça ne sert à rien d'aller prendre quelque chose qui va être hyper évolutif ou hyper custom si les besoins ne sont pas effectivement dans cette direction-là. On a des gens qui travaillent sur Excel et ça marche très bien pour eux avec des macros. Il y a des gens qui vont travailler sur des outils qui n'ont pas l'air d'être des CRM. Enfin, tout à l'heure,
des gens qui font aujourd'hui, qui suivent leur business dans Trello et ça marche très bien parce que Mm. ils n'ont pas beaucoup de volume, c'est très simple pour eux. Et toute cette démarche-là, finalement, de qualification des besoins, ils en ont trois qui sont importants. Trello répond, ça coûte, c'est gratuit et c'est terminé. Puis ils n'ont pas besoin de confidentialité, ils n'ont pas besoin de plein d'éléments. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale et pas aller dans des raccourcis ou dans des croyances qui sont courantes de cet outil il est bien, cet outil il est peu adapté, cet outil il est utilisé par quelqu'un qui est comme moi, donc c'est bien. Enfin, réappropriez-vous vraiment ces grandes réflexions pour faire quelque chose qui vous ressemble. Et enfin, donc là, on sort du double diamant et on rentre vraiment dans la projection. Ce qu'on vous conseille de faire à ce niveau-là, c'est relativement simple. C'est une fois que vous avez établi votre benchmark, le document qu'on a vu tout à l'heure, avec les différents outils, vous allez être capable d'en sortir quelques-uns qui sembleraient répondre à vos problématiques. Là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous projeter, en fait, de booker des rendez-vous avec les différents éditeurs, de tester vos besoins, vos différents cas d'usage les plus importants. Donc, ça vous donnera déjà une bonne idée de comment c'est possible de faire demain dans un outil et ça va vous permettre finalement de faire votre choix. Là, vous pouvez demander directement aux éditeurs, hein. Moi, mes cas d'usage, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai besoin de ces fonctionnalités-là. À quoi ça ressemble? Et là, du coup, la démo est hyper contextualisée. La personne qui va la faire, vous lui dites votre cas d'usage et en live, elle va faire ce que vous lui demandez. Donc là, il n'y a pas mieux pour vous projeter derrière dans l'utilisation d'un outil. Et là, vous serez capable de faire un choix parce qu'il y a une interface qui vous plaît plus, la navigation est plus claire, c'est plus intuitif, il y a une meilleure qualité de la donnée, les reports sont plus poussés. Enfin voilà, là, vous allez être vraiment à même de faire votre choix et on arrive à Et, votre CRM final à implémenter, qui sera et, le… et ce truc-là, et finalement, c'est bien de le faire à la fin, à un moment quand on a été bien pragmatique dans notre démarche, à bien identifier les besoins, à les prioriser. Parce que souvent, les gens veulent des démos vite, alors qu'ils ont des besoins qui ne sont pas priorisés, ils n'ont pas une idée super claire de tout. L'organisation par rapport au chef de projet CRM, donc la personne qui porte ce projet-là, il ne sait pas tout non plus sur la réalité de la vente, de la facture, etc. Donc globalement, on va avoir une démo qui va être pour un peu en plus que la personne qui fait la démo du côté éditeur elle soit plus ou moins à l'aise, plus ou moins douée, plus ou moins capable d'improviser, etc. Il y a un paramètre personne, ce qui est quand même, globalement, ce n'est pas la personne qui fait la démo qui globalement va vous dire ce que fait l'outil. Il y a un paramètre personne, est-ce que la personne est à l'aise ou pas côté éditeur pour faire la démo. Et puis, il y a un paramètre intuitivité, etc. Donc, des fois, on a des super démos pour un outil qui n'est pas du tout adapté. Ah tiens, ça a eu l'air facile, on voit le pipe, on voit un reporting, c'est très coloré, c'est très bien, on veut ça. Donc, ça peut jeter en fait un a priori qui est parfois positif, parfois négatif, mais souvent faussé. Donc, c'est bien de le faire intervenir en fin de chaîne parce que, comme le dit Thibaut, le côté contextualisé, d'avoir une démo qui est bon, ils ont compris que voilà, nous, on bosse avec des partenaires, on ne fait pas de la vente directe, on a aussi du e-commerce. Donc tout ça commence à se… et puis on a un bureau aux États-Unis et du coup on travaille en deux devises et chacun a ses rapports et un commercial il ne doit pas du tout voir ce que fait un autre commercial parce qu'ils sont en compétition, etc., etc. Le fait d'avoir bien listé tous ces besoins-là et de les avoir vraiment formalisés parce que vous pourrez les voir en démo et vous dire ah mais non mais ça c'est no go en fait. On n'est pas capable nous de fonctionner comme ça. Alors ça a beau être super intuitif, mais ça c'est vraiment ça vous permet de garder la tête froide et de ne pas faire de compromis à un moment sur vos vrais besoins et des choses qui étaient prioritaires pour vous, quoi. Voilà. Donc, le mot de la fin pour terminer ce choix de CRM, c'est done is better than perfect. Ce qu'on veut dire par là, c'est possiblement vous rendez compte que vous avez beaucoup de besoins qui sont prioritaires, vous avez énormément de fonctionnalités nécessaires. Ne perdez pas de vue que ce logiciel, si vous partez dans tout ce process-là, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas en fait à fractionner votre déploiement du CRM pour en faire une V1 avec les fonctionnalités prio 1 qui va marcher avec les groupes d'utilisateurs qui ont le plus besoin. Et ensuite, vous scindez votre roadmap de déploiement comme ça en plusieurs étapes, ce qui va vous permettre déjà en fait d'avoir quelque chose de fonctionnel le plus rapidement possible et pas partir dans des projets qui peuvent durer un an. Un an, il y a de la frustration déjà parce qu'un an, c'est long pour implémenter un logiciel. Possiblement, vous lancez trop de choses en même temps. Du coup, vous avez trop d'informations, trop de feedback de vos équipes et vous êtes incapable de traiter quels vont être les plans correctifs à apporter. Donc, nous, ce qu'on fait quand on a des gros déploiements comme ça à faire, c'est qu'on ne les fait pas en un coup. On ne le fait pas en mode projet.
mais on va fonctionner par cohorte, si vous voulez. On va prendre les fonctionnalités principales, les mettre en place. Et dès le début, on va mettre un principe de feedback des équipes, un principe de… On va toujours avoir une oreille attentive en fait, à la manière dont les gens vont utiliser ça, les groupes utilisateurs, je veux dire. Donc, ne voyez pas trop gros, ne voyez pas ça comme un énorme projet. Voyez-le plutôt comme plein de petits projets qui demain sera déployé pour la totalité des groupes utilisateurs que vous avez audités au début. Et d'autant plus quand on n'a pas la culture du CRM, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands SS2I et de grands cabinets de conseil, d'acteurs de l'immobilier, etc., qui vont avoir 50 sales, 100 sales, 200 sales et pas de CRM. Et ils vivent comme ça depuis 30 ans et ils se disent pourquoi j'aurai un CRM demain, j'en ai pas besoin. Puis maintenant, ils commencent à se rendre compte tout doucement que tiens, ça serait quand même pas mal de pouvoir relancer, de pouvoir savoir, de pouvoir objectiver et surtout vu que on n'est pas dans une période très grasse d'un point de vue business pour beaucoup de secteurs d'activité. Du coup, on commence à vouloir optimiser. Et vouloir optimiser, ça veut dire pouvoir voir qui sont mes contacts, qui j'ai appelé, où est le potentiel, avoir besoin de créer des synergies. Et c'est finalement tous ces sujets-là qui vont dire, tiens, oui, effectivement, maintenant, on a besoin d'un CRM. Et comme le dit Thibaut, ça peut démarrer peut-être avec une équipe ou une partie du cycle de vente. Parfois, le CRM, on l'a aussi démarré avec juste le business développement. Et derrière, les account execs vont continuer à travailler. Donc, les vrais vendeurs qui font les devis, qui signent les opportunités, eux vont continuer, par exemple, à travailler dans l'ERP qui est peut-être prévu pour ça. On ne va pas changer tout ce qui fonctionne non plus. L'objectif, c'est un moment de mettre le curseur au bon endroit et de prendre des décisions qui sont pragmatiques. Ce qui fait une transition pas mal pour le prochain webinaire auquel je ne participerai pas. Donc, imaginons dans le process, là, vous avez choisi votre futur CRM, vous avez fait votre démo, vous avez jeté votre dévolu sur un outil. Derrière, c'est important, comme on en parlait tout à l'heure, de construire votre écosystème qui gravitera autour de cet outil-là. Qui dit écosystème dit forcément process métier, parce que faire de la technique pour faire de la technique, ça n'a pas grand intérêt. Donc là, c'est plus comment je peux fluidifier mes process métiers grâce à un écosystème performant. Et ce sera le sujet que je ne vais pas trop teaser de la semaine prochaine à 11h30 avec Christian et Frédéric. Frédéric qui est notre gros ingénieur et qui est hyper calé en connexion des différents outils, tant la version, enfin le pan technique que l'interprétation métier que ça peut avoir. Il est hyper légitime pour parler de tout ça et il est hyper sympa en plus. Et qui est un sujet souvent qui cristallise beaucoup d'attention dans les choix de CRM. On voit qu'à un moment, tiens, on va devoir connecter à l'ERP et on va devoir connecter à la facture. Et souvent, ça, globalement, ça va emboliser tous les besoins métiers, etc. On va vraiment se focaliser là-dessus et on va parler tuyauterie, alors que souvent, il faut parler process pas mal avant de parler API et post et get et webhook, et etc., etc. Pas trop les gens. Et effectivement, et là, on en parlera la semaine prochaine, et puis on parlera un peu plus tard, je crois, dans la foulée, de l'adoption aussi, qui est un point super important. Et je vais vous partager effectivement dans la conversation, je vais vous partager le lien de la landing page. Comme ça, vous pouvez vous inscrire pour participer à ce webinaire la semaine prochaine. Vous recevrez le replay aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. On va préparer quelque chose d'actionnable pour traiter ce sujet-là, qui est un sujet important pour vous. Moi, je ne vois pas, mais est-ce que tu as des questions de ton côté, Christian? Ouais, Moi, je commence à avoir pas mal de questions, effectivement. Merci. Ouais, merci. Il y a une personne qui demande combien de temps ça prend de faire un benchmark comme celui-là. Je ne sais pas si tu as un peu de contexte ou un peu d'éléments, mais j'imagine que c'est hyper variable. Alors, combien de temps ça prend? Alors, ça dépend complètement de la structure de la structure de votre business, en fait. Si c'est quelque chose de simple, le premier diamant et par définition le deuxième, du coup, ça peut être super rapide. Donc, on peut parler de quelques jours. En général, quand on se lance dans un processus aussi structuré, ça veut dire qu'on a des vrais besoins, on a besoin de les identifier. Et un CRM, c'est une grosse décision d'entreprise parce que forcément, ça a un coût associé. Et du coup, là, on part plus sur des timelines qui sont de l'ordre du mois et demi. Après,
nous, en général, ce qu'on dit quand les gens ils trouvent ça long, c'est un mois et demi pour bien choisir un CRM et minimiser au maximum les risques de faire un mauvais choix. Derrière, c'est déjà des coûts associés à la licence d'économiser. Et surtout, c'est une adoption qui n'est pas garantie à 100%, mais qui est maximisée de la part des équipes parce qu'on a bien compris leurs besoins et on les a inclus dans le process dès le début. Donc finalement, c'est du temps investi, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de brainstorming, c'est pas mal. C'est un process qui est, mine de rien, assez lourd, mais qui est nécessaire pour éviter derrière de se tromper, en fait. Et nous, on a pas mal de cas, finalement, de gens qui sont… Enfin, Christian, tu m'arrêtes, moi j'ai quelques exemples à donner. Des gens qui ont essayé de mettre en place des CRM, enfin, qui ont même réussi. Donc, derrière l'adoption, on était proche du 0%. Et c'est des gros CRM, c'était des grosses implémentations. Et du coup, c'est un projet qui a capoté. On parle, alors si vous voulez, j'ai plus la source en tête, mais je pourrais la retrouver si ça vous intéresse. C'est plus d'un tiers des projets CRM qui est voué à l'échec. Et nous, l'idée, c'est quand on fait un projet CRM, ben, on n'a pas envie de rentrer dans ce tiers-là. Du coup, on passe par ce process de choix de CRM. Nous, on veut des clients contents. Et finalement, ces 4 étapes, elles sont à mettre à la mesure aussi de l'entreprise que vous êtes. C'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas besoin de benchmarker 18 CRM non plus, hein. Je veux dire, à un moment, peut-être en prendre 3 et faire 2 démos et en choisir un, ça peut être bien. Donc, c'est aussi de… faut voir que la complexité en fait, de ce process-là va être en ligne avec la complexité de votre organisation. Si vous êtes 3 vendeurs, cette démarche-là, globalement, je ne vais pas dire qu'on la fait en une journée, mais presque. Si vous êtes une entreprise avec des business units, 300 users, et sur les 300 users, vous en avez qui ont déjà des CRM, des habitudes, et il y a déjà 4-5 CRM qui existent dans votre organisation, il y a de la devise, il y a de l'international, il y a de la connexion tierce, etc., etc. On ne peut pas choisir un CRM ou alors on prend un choix qui dit ben, on prend Salesforce et Salesforce, ça pourra le faire. Ça, c'est un peu souvent l'excuse. Vu que ça peut tout faire, on ne prend pas de risque. Et finalement, moi, en tant que chef de projet CRM, si j'achète Salesforce, je ne vais pas me faire virer. Parce que globalement, personne ne peut me reprocher d'avoir pris le numéro 1 du CRM. Sauf que souvent, c'est overkill et souvent, finalement, ce n'est pas adapté à pas mal d'organisations en termes de culture, en termes de suivi, en termes de besoin d'évolutivité. Ils vont utiliser Salesforce pour faire du standard et au final, on aurait pu le faire avec pas mal d'outils plus friendly, moins chers, plus flexibles. Donc, cette démarche est en soi compliquée en termes de structure, mais finalement aussi à adapter en fonction de ce que vous êtes. Et si vous avez peut-être que 4 besoins, vous avez 4 besoins, quoi, c'est pas grave. C'est tout aussi bien, quoi. Mais au moins, vous allez aussi gagner un temps sérieux sur la phase d'implé. Parce que finalement, avoir les besoins et les idées claires sur qu'est-ce qu'on veut, bah, au moment de mettre en place, on est assez sharp et on va droit au but. La théorie peut paraître un peu compliquée. Après, dans la pratique, ça relève d'une certaine logique quand même, hein. On va découvrir les problèmes, on va les prioriser, on va voir quels sont les outils qui me permettent de répondre à mes problèmes. En une phrase, c'est ça au final. Donc, c'est… Euh, Il y a des gens qui nous demandent si on va envoyer un peu de matériel. Donc, tu avais des frameworks effectivement qu'on a prévu d'envoyer, qui sont des outils assez simples à adapter forcément pour le besoin des clients, mais ça vous donne un peu une base de travail, en tout cas dans votre travail de benchmark. Qu'est-ce que tu as prévu d'envoyer, Thibaut? Ça, ce que vous avez devant les yeux, ce qui permet de faire le lien. Donc, il y a plus de lignes, hein, derrière qui prennent les critères d'interconnexion, les critères d'implémentation, des étapes de pricing. Donc, on a un template vide, hein, qui ressemble à ce que vous avez devant les yeux, ce qui permet derrière vous de vous éviter de créer et d'oublier certaines lignes. Donc, ça, on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Ok. Et on avait une question sur les outils à intégrer dans son benchmark. Bah, ça, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué parce que ça dépend vraiment quand même de votre société et de votre secteur d'activité. Il y a aussi pas mal de CRM qui sont des CRM métiers. Donc, des fois, des outils dans l'éducation, dans l'immobilier, dans le service, qui vont être des CRM avec un peu de marketing, avec un peu de fonctionnalité métier. Et c'est parfois pertinent aussi de les benchmarker, hein, faut pas se le cacher. Et ça, c'est des CRM, ce que vous voyez là, qui sont un peu plus généralistes, cross-business, voire presque un Trello, c'est
pas forcément une famille de CRM, plutôt un outil de gestion de projet, mais qui peut être détourné de son usage. On aurait pu mettre Excel ici, ou Google Sheet. Mais typiquement, je pense que la réponse, il y a pas mal d'outils aussi qui permettent de faire du directory sur les technos. Je pense à G2 Crowd qui va lister le top 10, top 20, top 30 des CRM. Je ne sais pas combien il y en a de CRM qui existent dans le monde, mais ça doit être, je pense qu'il y en a plusieurs centaines, hein. C'est quand même un marché qui est hyper atomisé, avec quelques gros players qui sont ceux que vous voyez ici, hein. Et avec deux familles de players, une famille sur les compliqués, il est très custom. J'ai envie de mettre là-dedans Salesforce et Dynamics, qui sont des outils très flexibles, très customisables, très puissants, très connectables, généralement adaptés à des entreprises très très grandes et très compliquées, parce qu'elles vont l'outil va avoir cette possibilité de s'adapter à la complexité justement de l'entreprise avec des vues spécifiques pour une cinquantaine de groupes users différents, des niveaux de reporting très granulaires, et l'outil permet de le faire. Et puis après, on a des familles de CRM qui sont un peu plus plug and play, type Zoho, HubSpot, Pipedrive, qui vont être un peu intermédiaires et permettent d'adresser des besoins un peu moins hauts, mais finalement avec un gain qui est généralement en facilité de paramétrage, facilité d'utilisation et facilité aussi d'évolution. C'est-à-dire que faire évoluer un Salesforce, c'est pas évident. C'est-à-dire que ça demande quand même une vraie expertise. Là où faire évoluer effectivement un Pipedrive, un HubSpot ou ce type d'outil-là, mettre un coup de clé à molette pour changer un pipe, changer un rapport, etc., c'est quelque chose qui est assez intuitif. Et donc, c'est aussi la dépendance que vous avez potentiellement demain avec votre éditeur. Elle est pas du tout la même sur une solution de type compliqué versus une solution de type un peu plus simple. Et sur Trello, il n'y a pas de besoin particulier. Mais c'est pour vous donner un petit peu de contexte. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques ou par rapport à vous aussi, n'hésitez pas à nous solliciter, hein. On a l'habitude de traiter ces sujets-là, d'implémenter des solutions et d'accompagner nos clients dans ces réflexions-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou à appeler l'agence, quoi. Ce sera avec plaisir, en tout cas, pour discuter avec vous de ces sujets-là. Tu avais quelque chose à ajouter, Thibaut? Non, on est plus dans les temps. Ok. Regardez l'heure. Ça roule. Écoutez, merci du coup d'être pour tous ceux qui sont venus. Ouais, merci. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis le lien dans le chat et puis on vous enverra de toute manière une invitation pour le prochain webinaire. Et puis d'ici là, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon courage pour tous ces projets-là, CRM en cours ou à venir. Et puis bon courage pour le confinement d'une manière générale. Merci à tous. Allez, on parle un moment. Merci. À Au revoir. bientôt. Merci à tous. Salut Thibaut.